Bonjour à tous. Nous allons aborder l'atelier de vente d'armes nucléaires avec Aurélie Baitar, membre actif de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN, qui a été créée en 2007 et a reçu un prix Nobel en 2017. Et Sébastien Nadeau, député MDP, porte-parole du MDP. Tous deux vont aborder le sujet du contrôle démocratique des ventes d'armes, le respect du droit international, les enjeux stratégiques, sécuritaires et écologiques des exportations d'armes et de l'arme nucléaire. Je vais passer la parole directement à Aurélie Baitar. Bonjour et merci pour cette introduction. Donc, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, comme vous l'avez mentionné, est née en 2007, et si elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2017, c'est pour avoir porté le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc c'est de ce sujet que je vais majoritairement parler aujourd'hui, même si en effet il y a la question du contrôle démocratique qui se pose. Et donc autant en commencer par là, le contrôle démocratique, qui sera aussi une question importante pour les ventes d'armes. Donc en France, le contrôle démocratique de l'armement nucléaire pose question aujourd'hui encore, étant donné qu'il est très peu abordé à l'Assemblée nationale. En 2018, il y a eu une création, une délégation permanente à la dissuasion et à la non-prolifération et au désarmement a été créée. Par contre, elle n'a jamais vu le jour véritablement. C'est un projet mort-né et qui nécessite véritablement un engagement des députés pour pouvoir enfin aborder ce débat important pour non seulement la France, mais également le monde. Donc quelque chose qui évoque une responsabilité au-delà de nos frontières, qui devrait vraiment être débattue dans notre Assemblée nationale. Si le contrôle démocratique des armements nucléaires est important, c'est parce que c'est un sujet qui nous impacte potentiellement tous s'il y a détonation d'une arme nucléaire, notamment de l'arsenal français, mais également parce qu'il y a des coûts écologiques innés à l'armement nucléaire, donc notamment les déchets nucléaires. 13 000 mètres cubes de déchets nucléaires militaires sont à prévoir, ce qui représente 10% de la totalité des déchets nucléaires, et c'est 10% des déchets qui sont les plus radioactifs. Donc il y a des coûts écologiques innés à envisager et à débattre. Et aussi, enfin, on peut dire aussi que le nucléaire militaire engage une dépense publique assez considérable, donc 37 milliards d'euros, c'est la somme qui est prévue de 2019 à 2025 par la loi de programmation militaire. C'est une hausse de 60% par rapport à l'ancienne loi de programmation militaire. Et cette dépense publique à elle seule justifie que nos députés s'intéressent à cette question, puisque c'est bien le rôle du Parlement de s'intéresser à nos dépenses publiques. Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles sont proportionnées? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens pour notre République? Très bien. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui sont dans la salle. Vous avez la possibilité de poser des questions, mais malheureusement, ceux qui sont en live, on n'a pas le direct pour les questions, mais n'hésitez pas à faire des commentaires si vous en aviez envie. Et puis là, Sébastien va prendre la parole et nous poursuivre sur les sujets qui ont été cités. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais rebondir directement sur vos propos, Aurélie Butert, sur la question de la dépense publique. Parce que le sujet des ventes d'armes hors armes nucléaires est aussi un questionnement extrêmement fort sur ce registre et finalement échappe relativement aux questions parlementaires. Alors vous avez mis un petit peu en cause le système parlementaire, donc je vais essayer d'y répondre, mais avant même de répondre à ça, je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'on est dans des journées de l'écologie, et il faut voir un petit peu le moment culturel dans lequel on se trouve, puisque
Globalement, il y a 20 ans, si on avait fait une journée autour de l'écologie, on aurait eu à débattre des pacifistes contre ceux qui veulent vendre des armes. Et on est aujourd'hui, me semble-t-il, très résigné sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on débat dans le petit périmètre des armes. C'est-à-dire qu'on ne pense plus du tout le modèle, qui est quand même le modèle vers lequel je pense que tout individu normalement constitué veut tendre, à savoir d'un monde pacifique et donc d'un monde où il y a une vraie maîtrise des armes et non pas une inflation comme on la connaît aujourd'hui, mais une réduction de l'arsenal, alors que ce soit l'arsenal nucléaire ou que ce soit l'arsenal de toutes ces armes avec une grande richesse, une grande diversité en la matière que j'ai découvert à travers mon parcours. Alors si on est un petit peu dans ce moment culturel sur cette question des armes, c'est tout simplement parce qu'on est dans un moment où l'ordre économique a pris le pas sur l'ordre juridique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui organise le monde aujourd'hui? C'est non pas une société, des sociétés qui communiquent, qui dialoguent, qui gèrent leurs différends grâce au droit, mais c'est beaucoup plus sur la question du rapport de force et le rapport de force économique, mais le rapport de force encore assez primaire, qui est le rapport de force qui passe par la menace des armes et par l'usage, malheureusement, régulièrement des armes. Alors, pour en revenir un petit peu aux aspects parlementaires, moi je suis député, je suis rentré comme député, j'ai été élu La République En Marche. Au bout de quelques 18 mois, j'ai quitté La République En Marche sur des déférents sur les questions sociales, écologiques, et puis aussi sur la question démocratique, tout simplement parce que, voulant aborder la question des ventes d'armes à l'intérieur de mon groupe, avant même de l'aborder au niveau du Parlement, j'ai reçu un certain nombre de fins de non-recevoir, en fait, sur ce sujet. Et donc, il n'y a pas eu la possibilité dans le groupe majoritaire. Alors là, c'est La République En Marche, mais il faut faire attention, c'est pas La République En Marche, c'est les méchants, et puis les autres, c'est les gentils. Tous les groupes majoritaires des précédentes mandatures se sont retrouvés dans cette situation où il y a un verrou et on n'aborde pas la question des ventes d'armes dans le groupe majoritaire et de ce fait au Parlement. Il y a un système parlementaire qui est assez verrouillé et qui dysfonctionne largement. Je pense que c'est un autre sujet, mais c'est quand même quelque chose de fort, parce que la question des ventes d'armes et la question des armes nucléaires montrent à quel point, sur des sujets qui sont cruciaux, le Parlement ne s'en empare pas. Et moi je vois ça, je vis ça en tant que parlementaire comme une trahison démocratique, une trahison du Parlement sur sa mission qui est de contrôler l'action du gouvernement. Et sur cette matière-là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on peut échanger sur bien des registres. Mais je voudrais insister sur le fait que le système actuel des ventes d'armes fait complètement fi, ignore complètement cette question de l'égale dignité des femmes et des hommes, d'où qu'ils soient sur cette planète. Et quand on a ça en tête, moi je fais partie du mouvement des progressistes, et le progressisme a été beaucoup utilisé à toutes les sauces ces derniers mois par des gens assez différents, mais manifestement, quand on vend des armes aujourd'hui, on est au service d'une économie et d'un certain nombre d'oligarques. Alors le terme, il est plutôt russe, mais enfin, il y a quand même bien des oligarques qui sont mis en place à partir des années 90 en France, à la tête des grosses industries françaises. Et manifestement, il n'y a pas une égale dignité entre les femmes et les hommes sur cette planète. Tout ce questionnement-là, moi je l'ai vécu en arrivant à l'Assemblée nationale en n'ayant aucune notion sur la question des ventes d'armes. Et bien sûr, à travers le conflit au Yémen, j'ai tiré un certain nombre de pelotes pour arriver au cœur du sujet.
Et ce qui m'a amené, au bout d'un petit peu plus d'un an de travaux sur la question, à déployer une banderole dans l'hémicycle pour dire que la France tue au Yémen. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas en me levant le matin en me disant tiens, je vais faire un truc sympa, je vais passer à la télé, parce que j'ai plutôt tendance à essayer de pas trop y passer, mais tout simplement parce que le système parlementaire français actuel ne permet pas à un parlementaire, dans une mission normale, de travailler sur cette question-là. J'ai essayé d'ouvrir une commission d'enquête, j'ai pas pu. J'ai voulu ouvrir une mission parlementaire, je n'ai pas pu. J'ai voulu qu'il y ait un débat en commission des affaires étrangères sur le sujet, je n'ai pas pu. À chaque fois, une fin de non-recevoir. Donc, ce qui restait, c'est une alerte médiatique. J'ai trouvé cette solution-là. Mais je crois qu'on a effectivement quelque chose d'extrêmement difficile aujourd'hui dans notre pays. On peut débattre de la qualité démocratique de nos institutions, mais en tout cas, il y a des zones d'ombre, et je crois que le nucléaire et les ventes d'armes sont vraiment des zones d'ombre très fortes, sachant que ce sont deux zones d'ombre qui ont des répercussions extrêmement fortes sur les questions environnementales. Alors je vais laisser la parole un peu parce que je suis très bavard. Sébastien est un peu très bavard, mais bon, c'est pour une bonne cause. C'est vrai qu'on se souvient tous de cette action à l'Assemblée nationale quand il a déroulé sa banderole pour dénoncer cette vente d'armes qui est quand même une situation assez difficile et humainement, et aussi ne pas oublier tout l'aspect démographique, tout l'aspect sur l'environnement et puis les conséquences aussi sur les populations. Donc Aurélie va peut-être reprendre la parole pour essayer de rebondir un peu. Je pense que c'est intéressant d'évoquer des zones d'ombre parce que également concernant la dissuasion nucléaire, le nucléaire militaire, il y a des zones d'ombre, étant donné que le chiffre de 37 milliards que j'ai évoqué pour le budget de la dissuasion est un minimum, étant donné qu'il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas très bien clarifiées et qui ne sont pas très bien chiffrées aussi. Oui. Donc les députés ne peuvent pas véritablement se saisir du sujet avec toutes les informations dont ils ont besoin pour débattre. Et ça pose un problème de transparence qui, je pense, se retrouve également dans le sujet des exportations d'armement en France. Et c'est véritablement quelque chose qui devrait être amené à changer si les forces progressistes s'en emparent, du moins. Oui, sur la question de ce qui est fait et qui n'est pas fait à l'Assemblée nationale. Sur la question des ventes d'armes, il y a un rapport annuel fait au Parlement sur les exportations d'armes. Donc on pourrait se dire, bah, tout va bien finalement. Il y a effectivement une information qui a d'ailleurs un petit peu progressé cette année. On a un petit peu plus d'informations dans le rapport de cette année par rapport aux années précédentes. Donc tout n'est pas perdu. Mais la question qui se pose en réalité est la suivante. On a une information, mais dans la Constitution, il est inscrit qu'un parlementaire contrôle l'action du gouvernement. Et la ministre de la Défense, mais comme ses prédécesseurs, joue sur les mots, mais les mots ont un sens. Il y a une évaluation, mais en aucun cas il y a un contrôle. Un contrôle parlementaire, ça signifierait que quand il y a une décision, par exemple, d'exporter des armes vers tel ou tel pays, les parlementaires, premièrement, en soient informés sur quel volume, sur quelle quantité, sur quel matériel, ce qui n'est pas le cas. Et le problème que pose le rapport au Parlement qui est fait, c'est que moi je mets au défi quiconque de m'expliquer combien d'armes on vend et quel modèle et en quelle quantité à l'Arabie Saoudite, au Mozambique, ainsi de suite. Donc il y a un problème vraiment très très fort, c'est qu'il n'y a pas de contrôle actuellement. Il y a un début de dialogue, d'évaluation, mais il n'y a rien de plus. Et on se retrouve donc dans la situation sur la question des exportations d'armes. C'est quand même, on est le 3e exportateur mondial. Sur cette question-là, finalement, le contrôle, c'est un petit peu comme si je disais à l'agent de circulation, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai mes papiers sur moi, je ne suis pas en excès de vitesse, j'ai pas trop bu, aujourd'hui, vous pouvez me contrôler.
c'est un petit peu le système qui est mis en place à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qu'on doit contrôler, mais qui nous dit ce qu'on peut contrôler, quelles informations on peut avoir. Donc il y a vraiment un travail à faire pour faire évoluer notre institution, enfin le Parlement, mais cette question-là, elle n'est possible qu'à partir du moment où les gens, les citoyens sont suffisamment informés et suffisamment conscients des enjeux qu'il peut y avoir autour de ces questions-là. Quand on voit les rapports sur les relations internationales, elles sont très très compliquées, on est dans un moment particulier avec Donald Trump, etc. Mais quand on voit les relations internationales, on ne les comprend qu'à la lumière du système d'exportation des armes, qui est effectivement un outil diplomatique, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, puisque si c'est vraiment un outil diplomatique, pourquoi il y a encore la guerre au Yémen? Il suffit de dire on suspend les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Si vraiment c'est un outil diplomatique, l'Arabie Saoudite va dire bon bah ok, vous suspendez, donc moi j'arrête de faire la guerre. Donc tout ça pour dire que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience suffisante et tant qu'il n'y aura pas un moment démocratique pour aborder ces sujets, on restera dans une problématique extrêmement complexe pour pouvoir en sortir. Et simplement penser la précédente présidentielle, aucun des candidats ne s'est prononcé sur ces questions-là. Et donc il y a un enjeu en 2022 qui est extrêmement fort si on veut faire évoluer les choses sur à la fois les armes nucléaires, à la fois sur les ventes d'armes, c'est que tous les candidats qui se présenteront, et je pense qu'il y en aura de nombreux, il faudra les interpeller et leur demander sur ces sujets-là qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre et ensuite véritablement s'assurer que derrière ils tiennent leurs engagements. Aucun engagement n'est jamais pris sur ce sujet. Le Parlement n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas le lieu dans les élections locales de l'aborder. Et à la présidentielle, jusqu'à présent, ça a toujours été évacué, mis de côté. Donc il y a vraiment un questionnement démocratique fort. À quel moment ces questions-là qui sont quand même, quand on y réfléchit, à faire exploser des bombes sur des enfants de 4 ans, 5 ans, une fois au Yémen, une fois en Syrie, etc., qui viennent de nos entreprises. Donc à quel moment les Françaises et les Français disent on est d'accord avec ça ou pas. Et il faut avoir en tête que le système américain qui est extrêmement critiqué est un système dans lequel il y a un vrai contrôle démocratique. Sur les questions au Yémen, des ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a déjà eu 5 votes au Sénat, 5 votes depuis le début de cette guerre, 5 votes pour dire on suspend ou on continue. Donc nous, en France, ça n'a jamais été abordé ni dans l'hémicycle, ni dans aucune commission. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est archaïque de ce point de vue sur les questions démocratiques. Sébastien, si je peux me permettre, d'autant plus que cette question que tu évoques touche quand même, c'est un sujet qui touche particulièrement les populations, parce que quand on parle d'armes et qu'il y a des dégâts du côté des populations, il y a quand même, je pense Aurélie va nous éclairer un peu dessus, il y a bien entendu les villes, les campagnes, tous les lieux où les conséquences peuvent être dramatiques, il y a besoin d'avoir quand même un questionnement sur ce sujet-là par rapport à... En effet, il y a une vraie légitimité à ce qu'un maire s'exprime, par exemple, pour l'interdiction des armes nucléaires, pour le désarmement nucléaire, puisque les villes sont les principales cibles de ces armements. Donc on a en France Paris et Grenoble, donc Anne Hidalgo et Éric Piolle, qui ont rejoint l'appel des villes d'ICANN, au même titre que les maires de Los Angeles, de Berlin. Et ça montre que quand on se pose vraiment la question du pari qu'on prend avec la dissuasion nucléaire et qu'on est les premiers concernés, on se dit que ça n'en vaut pas la peine en fait, qu'on prend trop de risques et qu'on se met en péril nous-mêmes avec notre propre arsenal, puisque c'est des maires français, des maires américains.
Et l'Allemagne abrite des armes nucléaires américaines aussi. Donc ils sont tous concernés par les arsenaux nucléaires et ils se rendent compte que leurs citoyens ne sont pas en sécurité du fait de ces armes nucléaires possédées. Donc on espère vivement à ICANN que la vague verte en France sur les municipales va permettre également à d'autres mairies d'apporter leur soutien à l'idée du désarmement nucléaire qui se fait de manière multilatérale. Principalement, c'est ce que ICANN soutient, mais le porter en tant que ville a du sens et c'est ce qu'ont prouvé les maires à Paris et à Grenoble et ailleurs en France. Ou simplement en tant que citoyen, parce qu'on est tous concernés par le sujet. Sébastien, c'est certain qu'à partir du moment où, au niveau du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, il y a un tel verrou sur ces questions-là, le véritable espoir démocratique, c'est que les maires jouent leur rôle, et c'est absolument pas péjoratif, mais d'animateurs démocratiques dans les bassins de vie dont ils sont responsables. Et c'est à travers un maillage fort, et donc effectivement, je pense que la sensibilité écologique va vraiment en face de ces questionnements. C'est à travers ça qu'on peut réussir à infléchir une situation pour une raison très simple. On est dans un moment de cette constitution française qui, quand même, pour mémoire, date de 1958, un moment où on avait encore les colonies. Donc faire vivre la société sur cette base de constitution aujourd'hui, avec les outils du numérique, avec toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir, il y a eu quelques modifications, mais enfin elles sont à la marge. Donc on est dans un moment constitutionnel où le Parlement n'a quasiment plus aucun pouvoir, il y a un déséquilibre total, je ne sais pas s'il y a des étudiants en droit dans la salle, mais enfin Montesquieu et l'équilibre des pouvoirs, c'est quelque chose qui est complètement absent aujourd'hui. Donc c'est vrai que si localement on arrive à avoir une animation démocratique sur ces enjeux qui sont extrêmement forts, parce que quand on regarde un petit peu à quel point on déséquilibre certaines régions du globe en y vendant des armes, enfin, comment penser, avec toutes les armes qu'on envoie à l'heure actuelle au Moyen-Orient, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, la quantité d'armes qu'on met au Moyen-Orient et qu'on met en Afrique. Alors en Afrique, il y a quand même une question qui se pose. Dans des pays où les gens n'arrivent pas à assainir leur eau, ils ont des moyens pour s'acheter des armes. Il y a vraiment des questions qui sont vraiment très très fortes. Et donc, c'est véritablement sur une prise de conscience localement, il faut faire rentrer dans la discussion quotidienne politique ces questions-là, sans quoi on continuera sur le même registre et on fera prendre un grand péril pour la planète et pour ses habitants et partout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement là où on exporte les armes que le risque existe, mais après, en retour, c'est aussi en France. Comment les populations yéménites vont regarder la France quand tous ont perdu des membres de la famille et savent pertinemment que la France fournit les armes qui leur tombent sur la tête. Ces gens-là auront une revanche à prendre. Et donc, on a un problème avec l'histoire à régler de ce côté-là. Je vais rebondir sur le sujet parce qu'en parlant de cette question de vente d'armes, où justement il y a un discrédit total en parlant du cas de l'Afrique, je peux évoquer le problème, la situation au Mali, où il y a un discrédit total, où malgré cette aide, cette coopération qui est mise en place justement pour lutter contre le djihadisme et toutes les formes de banditisme un peu partout, il y a quand même un discrédit total qui est posé, comme Sébastien, tu le sais, par rapport à
la place de la France et le rôle de la France, parce que non seulement il y a le côté Barkhane, une aide pour apporter à la population, mais en même temps on ne comprend pas que ce soit des armes qui sont aussi de marque française qui sont retrouvées, donc il y a vraiment une confusion totale et c'est vrai que éclaircir le sujet sur le plan démocratique et puis situer les responsabilités, ça peut vraiment aider que ce soit en Afrique ou, voilà, comme tu disais, au Yémen. Et le fait est que quand on voit ce qui se passe actuellement au Mali, quand on voit ce qui se passe au Sahel en général, il faudrait quand même à un moment donné considérer que la stratégie française qui tient sur l'envoi de militaires et sur des exportations d'armes assez conséquentes, elle montre bien que ça ne fonctionne pas. Enfin, il suffit de regarder l'évolution actuelle et l'infléchissement, on l'attend, mais on le voit quand même pas beaucoup venir. Sur un aspect, moi, qui me semble fondamental, et je change un tout petit peu, et peut-être pour revenir vers le nucléaire aussi, mais il y a un autre problème majeur, c'est que la France est au Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, il me semble qu'elle devrait essayer d'être exemplaire. Quand on regarde sur la manière dont elle exporte les armes, la France enfreint régulièrement le traité sur le commerce des armes. Le traité sur le commerce des armes, il date de 2014. La France a largement contribué à ce que ce traité naisse et puis soit ratifié par suffisamment de pays pour qu'enfin on ait un petit peu de régulation en la matière. Eh bien, la France l'enfreint. Elle l'enfreint en exportant vers l'Arabie Saoudite, elle l'enfreint en l'exportant vers les Émirats Arabes Unis, elle l'enfreint clairement en exportant vers l'Égypte. On voit toujours du matériel qui sert à la répression des populations quand il y a des manifestations. Sachant que le traité sur le commerce dit clairement on n'exporte pas des armes à un pays si on suppose que ce pays peut l'utiliser en enfreignant le droit international. Or, l'Égypte utilise ses armes en enfreignant le droit international et même chose pour un certain nombre de pays. Donc, soit on suspend et on n'enfreint pas le traité, soit on enfreint le traité. Et donc la voie française, après avoir fait tant d'efforts pour la ratification de traité, c'est de l'enfreindre. Et le problème que ça pose en termes de relations internationales, c'est que si un pays comme la France enfreint les règles du droit international, qui reste-t-il pour ne plus les enfreindre? On a les États-Unis qui disent, à partir du moment où il y a la contrainte du droit, on se retire des traités. Ils l'ont fait sur le traité sur le nucléaire avec l'Iran, ils l'ont fait sur les missiles balistiques de moyenne portée. Donc quand ça les gêne, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils se retirent. Et la France ne se retire pas, donc c'est quand même une stratégie un peu compliquée, mais elle enfreint. Et quel modèle après pour des pays qui subissent ces importations d'armes, c'est de se dire non seulement ils produisent beaucoup d'armes, mais en plus ils ne sont pas capables de respecter le droit, pays des droits de l'homme, etc. Enfin bon, je ne vais pas tirer le trait davantage, mais il y a un vrai problème qui est là, un problème d'identité de la France à l'international. Est-ce qu'on est véritablement le pays qui essaie de faire évoluer positivement le droit et donc il faut le respecter quand il y a des évolutions? La question se pose de la même manière sur les accords de Paris, pour la question du climat. C'est génial d'arriver, même si bien sûr on peut être critique, il n'y a pas assez de choses, etc. Mais c'est quand même très bien d'arriver à ce que la communauté internationale s'entende sur ça. Mais si après, nous, porteurs plus que tout autre pays de ça, on n'arrive pas à respecter nous-mêmes les règles qui sont censées être imposées, ça questionne. Et c'est vrai que sur le nucléaire, la France, puissance nucléaire, est quand même dans une position très particulière. Il y a le nouveau traité, me semble-t-il, où
Donc en fait, on peut estimer que la France, déjà, ne respecte pas ses obligations existantes, donc sous le traité de non-prolifération qui existe depuis 1968, que la France a rejoint une vingtaine d'années après l'adoption du traité. Donc la France ne respecte pas véritablement ses obligations sous ce traité de non-prolifération, qui est également un traité de désarmement, puisqu'à l'article 6 de ce traité, il est très clairement exposé que les États qui sont reconnus comme des États dotés, donc les 5 États qui sont, qu'on connaît tous qui sont les États dotés, donc Chine, Russie, Royaume-Uni, France, et je ne retrouve plus le 5e, mais c'est le cours des choses. Russie. Russie, oui, je l'ai mentionné. Donc ces 5 États sont reconnus comme dotés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas censés désarmer. Cet article 6 l'expose très clairement, qu'ils sont censés s'engager de bonne foi dans des négociations qui aboutissent véritablement au désarmement. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel la France s'inscrit aujourd'hui. Les dernières mesures de désarmement que la France a prises vis-à-vis de son propre arsenal datent de la période entre 2008 et 2011, où elle a défait un escadron des forces aériennes stratégiques. Donc c'est quelque chose qui remonte à 2011 et depuis c'est vraiment très difficile d'identifier ce que la France a fait par rapport à son propre arsenal pour s'inscrire dans cette perspective de désarmement. Mais c'est également difficile d'identifier ce que la France fait pour s'inscrire dans des négociations de désarmement, puisque les deux initiatives qu'elle soutient sont finalement à son propre intérêt, quelque part, le traité d'interdiction complet des essais et le traité qui n'existe pas encore pour empêcher la production de matières fissiles. C'est deux choses dont la France peut se passer, puisqu'elle a la capacité de simuler les essais, donc de ne pas les faire, et elle a un stock assez grand de matières fissiles pour ne pas devoir en produire. Et à côté, la France va à l'encontre de nouvelles normes, de nouveaux traités émergents qui véritablement pourraient amener le désarmement plus loin, comme le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui donc a été adopté en 2017, qui a été adopté par 122 États, qui est maintenant bientôt en train d'entrer en vigueur, puisqu'il faut 50 États pour que ce traité entre en vigueur. Il y a 44 États qui l'ont ratifié. Et donc la France lutte un peu contre ce traité d'interdiction, car elle le considère comme un traité démagogue, quelque part. Mais véritablement, c'est parce qu'elle ne veut pas de débat. On a l'impression que l'exécutif français ne veut pas que le débat prenne en France. Et que ce traité pose ce problème-là. Très bien, on va peut-être passer aux questions dans la salle. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions. Le sujet est très passionnant, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on soit fini pour 17h23. On a une vingtaine de minutes pour les questions en salle. Des questions en ligne aussi. Merci beaucoup pour ces exposés très, très intéressants. Je souhaiterais savoir comment les parlementaires ont réagi quand vous avez exposé votre banderole, parce qu'ils doivent bien se rendre compte que ce que vous dénoncez est exact. Alors, avez-vous été soutenu? Autre question. Quand j'étais jeune, dans les années 70, il y avait un débat naissance contre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Le débat sur le nucléaire civil a beaucoup évolué et la bonne partie de la population française est contre le nucléaire civil. Par contre, le débat sur le nucléaire militaire s'est noyé. Alors, vous parlez du manque de débat démocratique au sein du Parlement sur la question, mais comment expliquer que la France soit devenue anti-nucléaire civil, mais qu'il semble qu'il y ait un consensus, du moins je crois qu'il y a des sondages qui montrent que ça n'est pas vrai, mais pourquoi la population, pourquoi il n'y a pas ce débat entre autres au niveau politique? Vous avez dit qu'au niveau des présidentielles c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Pourquoi on ne l'aborde pas, hein? Et entre autres, nos partis, pourquoi en font-ils un sujet vraiment, vraiment majeur, ou
où on participe à ce tabou sur l'arme nucléaire et sur les ventes d'armes. Alors, pour répondre à la première de vos questions sur la réaction de mes collègues, ça a été globalement une réaction assez unanime. T'as bien fait. Mais par contre, tu comprends, moi je peux pas en parler. Voilà. Donc ça a été un petit peu ça tout le temps. À ceci près quand même. La demande d'ouverture de commission d'enquête que j'ai faite pour savoir finalement ce qu'on vendait à l'Arabie Saoudite, je le sais toujours pas, en quelle quantité, etc. Cette demande-là, il y a un certain nombre de groupes politiques qui l'ont tous co-signé. Donc il y a le groupe communiste, il y a le groupe La France Insoumise. Il y a quand même pas mal de députés de La République En Marche qui l'ont co-signé également. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même eu, on va dire, quelques remous et quelques oscillations sur le sujet. Après, la réponse, elle est d'ordre multiples et variés. Les collègues qui ne peuvent pas en parler, alors soit ils ont une industrie de vente d'armes. J'étais à Bourges avant de venir. Bon, c'est clair que ça peut être compliqué localement de réagir, encore que, c'est une vraie question. Et après, il y a tous ceux qui considèrent que parce que l'exécutif a dit on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et là, ça renvoie à un problème démocratique majeur. C'est quelle est la place et le rôle du Parlement dans nos institutions aujourd'hui. Quand on lit la Constitution, très honnêtement, on peut se dire tout va bien. Le problème, c'est que la pratique de la Constitution, je ne sais pas, elle a navigué depuis 1958, mais finalement, moi, il y a pas mal d'ONG qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe mais pourquoi vous vous êtes mis à parler de ça alors que jamais les parlementaires en parlent, quoi. Donc moi, c'était inversé. Sur la question du silence sur ces sujets, il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est qu'au sein des partis politiques, c'est rarement un sujet sur lequel on est d'accord. Donc moi je pars du principe que justement on devrait d'autant plus en discuter puisqu'on n'est pas d'accord, y compris à l'intérieur des partis politiques. Donc c'est un vrai sujet. S'il y a des accords dans des mêmes familles politiques, c'est bien que c'est une question à discuter, mais c'est quand même un petit peu de frilosité sur cette question-là. Moi j'avoue que j'ai été surpris que Europe Écologie Les Verts en parle beaucoup moins ces 10 dernières années. J'étais très surpris. J'ai regardé, j'ai fait un petit peu un historique depuis les années 70. C'est vrai que autant c'était vraiment dans la culture de base des écologistes, autant aujourd'hui. Alors c'est bien parce qu'ils sont allés sur plein d'autres champs, donc c'est pas une critique comme ça. Donc les partis politiques sont un petit peu hésitants. Et puis il y a la faiblesse des partis politiques aujourd'hui. Moi, je suis au mouvement des progressistes. On est un petit parti, on a du mal à pouvoir réveiller les gens sur des questions comme ça, aussi grandes. Les gens veulent qu'on leur parle du quotidien, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Et du coup, on repousse toujours un petit peu ces questions-là. Après, il y a l'autre raison majeure, essentielle, c'est que d'abord, il y a un gouvernement qui ne veut pas en entendre parler. Et donc, qu'il y a des gens dont leur travail, c'est de verrouiller partout où c'est possible. Ensuite, l'oligarchie à la française, elle existe, elle est bel et bien là. Et eux aussi mettent beaucoup d'argent pour qu'on ne parle pas trop de ces sujets-là. Et puis après, moi, si j'ai découvert pour la question des ventes d'armes qu'il y avait des journaux, plein de grands et jolis journaux de la place parisienne qui me faisaient des interviews, mais après, en conférence de rédaction, non, ton sujet, on le passera un peu plus tard. Et en fait, il y a un problème très simple, c'est qu'il y a les médias ne jouent pas tout à fait leur rôle. Pour continuer peut-être une question que je relais posée en ligne, donc n'hésitez pas ceux qui nous suivent en ligne à poser les questions. En soutien à l'appel de l'ICANN, une fédération de villes et territoires pour le désarmement nucléaire serait un plus. La fédération des élus verts et écologistes pourrait initier une telle fédération. Qu'en pensez-vous? Et c'est Gérard Lévy, le co-responsable de la commission paix et désarmement de ELV. C'est absolument bienvenu, bien sûr, et je parlais de l'appel des villes d'ICANN, mais tout ce qui peut se construire dans la société
plus largement est forcément bienvenu. Et on espère en effet que le mouvement vers une compréhension des enjeux écologiques qui véritablement prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui va conduire à reconsidérer voilà, l'enjeu du nucléaire militaire, comme vous disiez, qui a beaucoup baissé dans l'attention du public, alors que je pense que cette baisse, elle est liée à la fin de la guerre froide. Les gens ont eu l'impression que le nucléaire militaire n'était plus vraiment un sujet d'actualité. Et en fait, c'est assez à tort, puisque aujourd'hui, l'horloge de l'apocalypse, peut-être que vous la connaissez, ça s'appelle Doomsday Clock en anglais. C'est une sorte d'horloge qui a été mise en place en 1947 pour estimer à quel point l'humanité est en danger existentiel par rapport aux armes nucléaires, mais maintenant aussi par rapport au changement climatique. Ça avait été mis en place en fait par les scientifiques du projet de Manhattan. Donc le projet de Manhattan, c'est le projet de la première bombe américaine en fait. Mais c'est des scientifiques qui se sont dit bon, maintenant on va comptabiliser à quel point on a mis la planète et l'humanité en danger. Et ben en fait cette Doomsday Clock aujourd'hui, elle est plus proche du minuit, donc de l'extinction potentielle de l'humanité qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est des résultats qui sont corroborés par l'ancien secrétaire à la défense américaine. Donc ce sont des résultats assez sérieux qui démontrent que la fin de la guerre froide n'a pas du tout marqué la fin de la menace nucléaire militaire. Aujourd'hui, on a des missiles hypersoniques qui sont développés par les Russes, par les Américains, qui vont rendre le calcul de la menace beaucoup plus difficile pour ces deux superpuissances nucléaires encore aujourd'hui, qui mettent en danger véritablement la planète et ses habitants. Une question, si vous avez déjà évalué, dans l'hypothèse que la prochaine présidentielle donnerait la place aux écologistes, est-ce qu'il y a des inconvénients à ce que soit décidé d'arrêter la bombe nucléaire d'une part, 2 milliards d'économies, mais aussi d'arrêter la production d'armes, moins de 200 000 emplois? Est-ce que vous avez fait des évaluations et quelle serait la réaction de la population sur cette double décision pour la France qui serait à l'honneur de la France? Je veux bien tenter une réponse. Alors d'abord sur la question de la filière industrielle, c'est une filière industrielle de haute qualité qu'on a en France sur le domaine des armes, donc il faut voir les choses telles qu'elles sont. Après, décider de la structuration d'une nouvelle filière industrielle de substitution, une filière industrielle, elle arrive à maturation une trentaine d'années après qu'on ait pris les grandes décisions pour la faire naître. Donc ce serait bien que le prochain président de la République décide de faire naître une nouvelle filière industrielle pour espérer, parce que les ventes d'armes et les armes c'est du temps long, l'arme nucléaire également, donc prendre des engagements ce serait intéressant. Après 200 000 emplois, effectivement, ce sont des évaluations qui sont faites, qui sont assez sérieuses, mais il y a quand même une question, c'est regardons la quantité d'argent public qu'on a injecté dans cette filière avant d'avoir un retour sur investissement. Alors ça fait de l'emploi, mais le retour sur investissement, il est pour des grandes familles françaises. On a quand même mis des milliards d'argent public, alors c'était en francs et puis ensuite en euros, pour qu'on puisse vendre le premier Rafale. Je veux dire, c'est pas un investissement neutre qu'on a fait. Donc si on décide d'investir des sommes colossales ailleurs, on peut attendre des retours colossaux ailleurs, et 200 000 emplois, si on met autant d'investissements, on doit pouvoir le générer. Donc cette question-là, elle est vraiment sur un choix de société assez global, mais elle est vraiment à questionner. Enfin, s'il y a un candidat écologiste à présidentiel qui s'approche du but, j'ose espérer que ça va faire partie des choses qui seront très fortes dans son discours et sur lesquelles on pourra avoir un nouvel espoir. Parce que, pardon, mais la planète de demain, avec du nucléaire partout, de la menace nucléaire partout, et des caisses d'armes dans tous les coins, en Afrique, au Moyen-Orient, c'est quand même pas ça qui peut nous faire espérer dans l'avenir politique, quoi.
Question relayée en ligne de Claudine Koch. Alexandre, pardon. En admettant qu'on limite nos ventes d'armes, comment avoir la garantie que notre exportateur ne nous remplacera pas et que rien ne va changer? C'est une bonne question. Alors d'abord, dire qu'on ne nous remplacera pas, il y aura d'autres personnes qui s'y mettront à la place. Mais la question, elle est de savoir qui est-ce qui commence par faire infléchir cette courbe qui va devenir exponentielle des ventes d'armes. Donc encore une fois, si un pays avancé comme la France ne fait pas une démarche dans ce sens-là, vous n'allez pas demander à la Turquie, à l'Afrique du Sud, qui se mettent un petit peu sur les rangs pour faire des choses en la matière, de diminuer. Donc il y a une dynamique à générer, il y a une autre organisation. Alors c'est vrai qu'on est dans un moment de détresse des relations internationales qui est assez exceptionnel. On a un président américain qui n'arrange pas les choses, mais enfin les autres chefs d'État, regardez la Russie, la Chine, rien n'est simple au niveau des relations internationales. Et c'est vrai que la voie de l'assainissement, si on compte sur les autres, si on n'attend pas de la France quelque chose, mais la France, elle a une chance, c'est qu'elle est dans l'Europe, et que l'Europe est la force considérable qui doit s'occuper de ça. Mais elle ne peut pas le faire si la France est un obstacle. En matière d'exportation d'armes, la France est le mauvais élève des mauvais élèves au niveau de l'Union européenne. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est évident que la France ne peut pas faire changer à elle toute seule toutes ces questions, mais par contre, au sein de l'Union européenne, bien sûr qu'il y a quelque chose dont on peut espérer. Si on peut espérer quelque chose de l'Union européenne, c'est bien dans des domaines comme ceux-là. Et sur le nucléaire, il y a des frémissements, on entend des choses avec l'Allemagne qu'on va peut-être partager, etc. Et c'est des garanties. Mais en même temps, c'est aussi un peu dévoyer l'idée de la construction européenne que de proposer qu'on fasse une dissuasion française pour les intérêts vitaux européens. C'était le propos qu'avait tenu Emmanuel Macron dans son discours de la dissuasion en février. Et ça a été très mal reçu par beaucoup en Europe parce que ce n'est pas la vision qu'ont beaucoup des partenaires européens de la France de comment se protéger et comment assurer la stabilité stratégique que d'avoir la France qui menace d'utiliser ses armes nucléaires pour des questions qui concernent les partenaires de la France. D'autres questions? Oui, donc une question, Luc Montvarin de Chaville, Europe Écologie Les Verts. Donc retour sur la démocratie. La loi de programmation pluriannuelle est un débat obligatoire à l'Assemblée. Donc, pourquoi ce n'est pas le lieu de débat? Alors, non, la loi de programmation pluriannuelle, il y en a eu une de votée pour plusieurs années, hein, ça s'appelle pluriannuel. Ça a été un moment de débat, mais après, c'est quelque chose qui passe très très vite et sur lequel, finalement, la majorité devait voter pour cette loi de programmation. Mais après, il y a bien le débat budgétaire, mais le moment du débat budgétaire, c'est un moment où les gens regardent un petit peu plus leur précaré, et c'est bien normal. Mais combien va-t-il y avoir d'enseignants, combien va-t-il y avoir d'infirmières, enfin des choses qui sont extrêmement importantes pour le quotidien. Et cette question de combien on met d'argent pour tel ou tel matériel militaire, elle est beaucoup moins présente. Et il suffit de voir un petit peu comment est rempli l'hémicycle quand il y a un moment, effectivement, où il y a le budget défense qui est discuté et où c'est un des moments où il y a le moins de monde dans l'hémicycle, hein, très clairement. Hein. D'autres questions? Merci. Oui. On vient de célébrer l'attaque nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Et aucun média, si ils en ont parlé un petit peu, ils ont dit que ça a été célébré dans une forme plus réduite, bien sûr à cause des Covid, mais personne n'a parlé des armes françaises, personne n'a parlé du risque, du danger, du coût.
Donc ce silence, les médias le relayent, participent vraiment à qu'il n'y ait pas de débat. Les gouvernants, mais pratiquement tous, un président quand il est nommé, quand il est élu, la première des choses symboliques, c'est de soumettre le code nucléaire et ça devient comme un protocole qui ne demande pas de débat, qui n'interroge plus. Oui, on peut dire qu'en effet, Hiroshima et Nagasaki sont un peu en train de tomber dans l'oubli de manière très choquante, puisque aujourd'hui, en fait, les ogives nucléaires sont bien plus puissantes que celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, aussi dans l'arsenal nucléaire français. Les missiles aériens, par exemple, sont 10 fois... Les ogives qui sont portées par les missiles aériens sont 10 fois plus puissantes, disons, ou 10 fois plus dévastatrices plutôt, que celles qui ont été larguées sur Hiroshima, celles qui ont dévasté Hiroshima. Il y a de moins en moins de survivants d'Hiroshima aussi pour témoigner de l'horreur qu'ils ont vécue. Moi, je vous invite à regarder le témoignage de Setsuko Thurlow, qui est une femme qui a survécu à Hiroshima, mais dont toute la famille a péri ce jour-là, quand elle avait 16 ans. Et elle a fait un témoignage sur Brut cette année, qui est véritablement très, très marquant à écouter. Et malheureusement, je pense que aussi les livres d'histoire en France, en tout cas, dépeignent les livres d'histoire, les manuels scolaires d'histoire dépeignent Hiroshima et Nagasaki comme les bombardements qui ont permis à l'Amérique de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, alors que ce n'est même pas en phase avec les analyses que la plupart des historiens font aujourd'hui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était plurifactorielle et qui n'a pas véritablement été amenée, en tout cas par le premier bombardement américain sur Hiroshima. Donc, il y a beaucoup d'oubli, il y a beaucoup d'incompréhension face au passé et à l'histoire, et Hiroshima et Nagasaki en font partie, mais beaucoup d'événements nucléaires comme Cuba sont très mal compris. Cuba, il faudrait comprendre que cette crise a été terminée par chance. C'est même les généraux américains qui le disent, que cette crise n'a pas débouché sur une détonation nucléaire purement par chance. Oui, bonsoir. D'autres questions? Oui. Gilles Sarfati du groupe de Pantin. Petite question technique. Si demain, pour la prochaine mandature, un président de la République et des forces politiques décidaient d'arrêter les ventes d'armes, quelles seraient les incidences sur le PIB, le pourcentage du PIB qui aurait... Voilà. Donc c'est des recettes aussi sur l'économie. Donc, indépendamment d'avoir une position politique, il y a des positions, il y a des conséquences économiques. Et quelles sont-elles? Alors d'abord, je ne crois pas que la question elle soit d'arrêter brutalement les ventes d'armes, mais bien d'être dans une situation où la France respecte le droit international en matière de vente d'armes. Ce serait déjà un sacré pas de franchi. Après, comme je le disais tout à l'heure, si on veut arrêter entre guillemets les ventes d'armes, il y a un certain nombre de précautions à prendre et de précautions économiques, et donc il faut penser des filières alternatives. Il y en a, elles existent, mais la maturation d'une filière prend du temps. Donc un arrêt brutal des ventes d'armes serait, à mon avis, une très mauvaise décision. Il faut comprendre ça comme une dynamique réfléchie et sur du moyen terme. Après, il peut y avoir des positions sur un traité, effectivement, mais là, on revient à la question du droit. Il faut qu'on travaille sur cette question du droit, avant tout, en matière de vente d'armes. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mais tout dépend de ce qu'on arrête, comment on le fait, et comment on le travaille. Ça y est, Sébastien, je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est un sujet très passionnant que le débat peut continuer. Vous pouvez joindre Sébastien sur sa lancée parce que c'est un sujet intéressant, ou Aurélie Bettard aussi en dehors de cet atelier. Merci à tous.